Voilà, donc me revoilà pour la suite de ma drôle de vie. Donc j'en étais arrivée à peu près au début de l'adolescence. Donc c'était la cinquième et la quatrième où je vivais chez mon père à cette époque-là. Et, euh, et où, ben, comme je vous l'ai dit précédemment, mon père s'occupait pas plus de ça que moi, enfin de moi que ça. Et mais bon, voilà. Donc j'ai passé ma cinquième et ma quatrième en vivant chez lui. Et petit à petit, bon, bien sûr, en grandissant, même si avant je sentais les choses, en grandissant, disons que c'est devenu clair dans ma tête que qu'il y avait des choses dans ma famille, et il y avait des gens surtout dans ma famille qui avaient un comportement qui, qui me choquait quoi, de plus en plus finalement. Et je sais pas si j'ai fait une sorte de choix, mais parce que après coup, quand je repense à tout ça, je me dis que oui, j'ai fait le choix de, de, surtout de ne pas reproduire les comportements de tous ces gens, donc de ma tante, de mon père, de ma mère, de ma belle-mère. Mais ça m'a surtout montré ce que j'avais pas envie d'être en fait. Donc j'ai pas eu forcément une enfance où on, où on m'a imposé par exemple une personnalité, où on m'a imposé une façon de voir les choses, etc. Puisqu'en fait c'était tellement le chaos que, enfin, c'était tellement, ouais, il y avait tellement pas de normalité, il y avait tellement pas de cadre finalement que j'ai vraiment l'impression de m'être auto-construite d'une certaine manière. Et c'est aussi ça qui m'a sauvée, je pense. C'est le fait d'avoir pu choisir très, très jeune, hein, finalement, ce que j'avais envie d'être et surtout ce que j'avais pas envie de devenir. C'est-à-dire comme eux, quoi. Donc, donc à ce moment-là, j'étais toujours donc chez mon père. Et je manquais tellement de tout, puis je me sentais tellement mal que j'avais écrit à une copine, parce que j'allais, comme je vous l'ai dit, souvent à Marseille, chez ma tante bizarre. Et donc je m'étais fait une copine, alors c'était la fille d'amis de ma tante. Donc je lui avais écrit une lettre et dans cette lettre j'écrivais que j'avais envie finalement d'aller à Marseille et d'être interne. Donc je pense qu'elle m'a répondu et j'ai dû laisser traîner sa réponse sur mon bureau et bien sûr ma belle-mère est tombée dessus. Donc contre toute attente et heureusement, mon père et sa charmante épouse ont sauté sur l'occasion pour me virer de là. Et finalement, ça a été mieux. Donc ils ont dit bon ben voilà quoi, puisque tu veux être internat à Marseille, il n'y a pas de souci, on va t'y envoyer. Donc c'est comme ça que j'ai fait ma troisième et ma seconde à Marseille en étant interne à nouveau cette fois. Voilà. Donc il y avait à peu près 100 kilomètres entre là où habitait mon père et mon lycée. Donc en gros, je revenais chez mon père, je crois que c'était un week-end sur deux, quelque chose comme ça.
peut-être un week-end par mois, je me souviens plus. Et puis le reste du temps, le week-end, j'allais chez ma tante. Mais c'était compliqué parce que comme je vous l'ai déjà dit, elle avait une personnalité particulière, très changeante. Et certaines fois, ça pouvait très bien se passer, et à d'autres fois, c'était euh, je comprenais même pas quoi. Je dirais même que le problème avec ma tante s'est amplifié quand je suis devenue une femme moi-même. Quand j'ai grandi, sa haine pour moi s'est décuplée. C'était assez. Ouais, c'est à partir de là que vraiment. Enfin, déjà plus petite, elle était bizarre, mais alors quand je suis moi-même devenue une femme, alors là, c'était n'importe quoi. Elle était. Elle pouvait être d'une violence verbale. C'était assez terrible. J'avais l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui n'était pas normal, quoi. Pourtant, bon, bah, une femme très bien intégrée dans la société, tout, avec beaucoup d'amis, etc. Très cultivée, etc. Mais je sais pas. Avec moi, c'était. Bref, bon, finalement, le mieux que j'ai été pendant toutes ces années et même durant l'adolescence, c'était à l'école. Parce que l'école était pour moi. Enfin, il y avait chez mes grands-parents, bien sûr, mais après, quand j'ai grandi, il y avait l'école et les copains, les copines. Euh, Ça a été pour moi une seconde maison, enfin, je dirais même une première maison, l'internat à Marseille. Donc, j'étais dans un superbe lycée, on avait 11 hectares de pinèdes, c'était super beau. Et bon, alors, je sais pas si c'est dû à mon passé ou quoi, mais j'avais énormément de copains, de copines, mais les relations étaient souvent un peu compliquées. Il n'y avait rien qui coulait, ou alors pas longtemps. Il y avait des clashs, il y avait ça. C'était bien et en même temps, bon, c'est peut-être le lot de tous les ados, hein, je sais pas trop, mais moi c'était ça, ouais. Donc bon. Après, quand j'étais à l'internat, j'étais loin de ma famille, hein, donc déjà rien que ça, c'était quand même une libération. Euh, malgré tout ça, mon père continuait à donc très peu s'occuper de moi, m'acheter quasiment rien. Je crois que je me souviens, oui. Si, il m'avait acheté une chemise avec des fleurs, des toutes petites fleurs, mais c'est tout quoi. En fait, si vous voulez, je suis restée 4 ans. Mon père a eu ma garde pendant 4 ans, donc cinquième, quatrième, troisième et seconde. Euh, mais c'est tout ce qu'il m'a acheté en 4 ans, quoi, une chemise. Donc c'était relativement. Alors, sur les dernières années, sur peut-être les derniers mois que j'ai passé avec lui, bizarrement, sa femme est devenue plus sympa avec moi. Alors, bon, j'ai pas compris pourquoi, mais bon, j'ai pris. Et en fait, j'ai appris plus tard qu'elle avait. Enfin, ils se sont séparés après, mon père et sa deuxième épouse. Et en fait, je pense elle avait une histoire. Euh, Et c'est ça ça la rendait heureuse et du coup, elle était plus sympa avec moi. Mais, donc voilà. Euh, Malgré tout, bon, ben, la vie continuait comme elle était, avec donc un père complètement indifférent, une belle-mère qui était plus sympa, mais bon, c'était que ma belle-mère, hein.
Et puis bon, c'est pas devenu non plus parfait, parfait. Ma mère, durant ces années-là de l'adolescence, elle était... je la côtoyais toujours de temps en temps, mais comment dire, elle, comme je vous l'ai dit, elle avait remplacé la drogue dure par l'alcool, donc elle était souvent complètement, enfin, saoule ou ouais, dans un état. Quand je la voyais, c'était plus une souffrance qu'autre chose parce qu'elle était dans un tel état que bon, je restais pas longtemps, une heure, 2 heures, pas plus quoi, parce que voilà. Ce qui a été difficile aussi, c'est que quelque part pour moi à l'époque, je dis à l'époque parce que maintenant avec les années, cette culpabilité, enfin ce doute est passé en grande partie, mais à l'époque et surtout lorsque j'étais enfant, euh, je comprenais pas pourquoi ma présence quelque part en tant que sa fille euh, n'a pas suffi à la sauver. Enfin, j'ai pas suffi quoi. Et bon, maintenant avec les années, je comprends que voilà, c'était pas de ma faute, mais sur le moment, ça, enfin, durant l'enfance et l'adolescence, ça a été dur ça, de pas comprendre pourquoi ma mère disait m'aimer et moi je l'aimais aussi et pourtant ça a pas suffi quoi, ça a pas suffi. Mais bon. En même temps, quand on est dans l'alcool ou dans les drogues dures, c'est difficile enfin, de tenir le cap, quoi. Et ma mère, elle le tenait pas, c'est clair. Voilà, bon. Ce qui s'est passé, c'est que dans mon lycée, il y avait une conseillère d'orientation, mais qui en même temps était, enfin, elle aidait les ados qui avaient des problèmes, par exemple, dans leur famille ou toutes sortes de problèmes. Finalement, elle était là pour ça. Et donc, je sais pas comment je me suis retrouvée à aller lui parler. Et donc là, j'ai été en seconde, je crois. Cinquième, quatrième. Ouais, c'est ça, vers la seconde, j'ai commencé les démarches. Donc, en allant voir cette dame, finalement, je lui ai raconté mon histoire et puis ce que je vivais chez mon père et à quel point je me demandais ce que je faisais là finalement et pourquoi il me. Enfin, je voyais pas l'intérêt de continuer à vivre avec lui. Et du coup, elle m'a dirigée vers une avocate, une femme très chouette que je suis allée voir. C'était donc à Marseille. Et, euh, et grâce à cette avocate, en fait, donc j'ai fait les démarches pour enlever la garde à mon père. Donc c'est moi qui lui ai enlevé la garde. Et donc au tribunal, il est même pas venu, il s'est pas déplacé. Je sais que ce qui avait fait sourire entre guillemets le juge, c'est que dans ses dépenses, mon père avait mis à l'époque, je sais plus, peut-être 500 francs de cigarettes. Il avait marqué sa consommation de cigarettes dans ses dépenses. Enfin, ça avait choqué un peu parce que bon, quand tu parles de ne pas pouvoir aider ton enfant financièrement par exemple et que tu mets parce que c'est parce que tu as tant à payer pour tes clopes. Enfin, voilà, mais bon, mon père était comme ça. Donc comme il n'est pas venu au tribunal et puis que je sais même pas si c'est défendu en fait, je sais même pas s'il avait pris un avocat ni rien. Donc quoi qu'il en soit, ça a fonctionné. Je lui ai donc enlevé la garde moi-même.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que peut-être une année avant ça, ma tante, ma chère tante, s'était trouvé un compagnon. Alors, il s'appelait Pierre à l'époque. Et ils ont passé 10 ans ensemble. Mais c'était un vrai taré. Ils se sont bien trouvés. Donc, au début, il a essayé de m'acheter, enfin, d'être très sympa avec moi pour, quelque part, pour essayer de faire plaisir à ma tante, etc. Mais après, il a révélé sa vraie nature, on va dire. Et notamment, le jour de... Enfin, quand on est allé voir le juge, en fait, pour enfants, il y avait ma tante avec moi. Je sais pas pourquoi elle était là. Bon, elle avait sûrement voulu m'accompagner. Et le juge avait demandé à ma tante si elle acceptait alors de m'adopter pour une année, c'est-à-dire à l'année de mes 17 ans, de 17 à 18, jusqu'à ma majorité en fait. Il y avait une année seulement. Et donc mon oncle, le fameux Pierre, il venait, ah oui, il venait d'avoir un bébé. Toujours pareil, hein, l'histoire qui se répète. Donc un petit garçon, Jean. Donc Jean avait 1 an à l'époque. C'était un super beau bébé, rigolo. J'aimais bien. Mais donc Pierre avait dit non pour l'adoption pour moi parce que ben, toujours pareil, hein, j'étais la fille de Carole, enfin ma mère. J'étais la fille d'une toxico, donc j'étais susceptible de faire du mal au bébé. Je sais pas ce qu'ils avaient tous avec ça, comme quoi bon, les enfants de toxico, hein, pour certains, sont susceptibles de faire du mal à des bébés. Voilà. Donc, wow. Et le gars, attention, hein, super salaire, bonne position sociale, cultivé, faisant du planeur, enfin, ouais, bon, voilà. C'est capable de dire à une gamine de 17 ans, non, je refuse l'adoption parce que t'es la fille d'une toxico, quoi. Voilà, no comment. Donc bref, donc le juge étant devant cet état de fait, a désigné ma tante comme étant, alors à l'époque c'était tiers digne de confiance. Alors c'était un statut, on va dire un rôle. Ouais, en fait elle devait gérer mon argent, l'argent que me versait du coup la DAS pendant cette année de juste avant ma majorité, puisqu'en fait alors non, pas tout à fait. En fait, on m'a déclaré majeur, euh, jeune majeur, c'est-à-dire j'ai eu la majorité à 17 ans. C'est ça qu'il a fait en fait le juge, comme il voulait pas m'adopter là, les deux autres. Donc en fait j'ai été émancipée. Et alors c'était une sous-branche de la DAS qui s'appelle la 10, qui s'appelait la 10 à l'époque. Et donc la 10 me versait de l'argent pour subvenir à mes besoins tous les mois. Et ma tante gérait cet argent pour moi. Voilà. Donc, alors ça c'était durant ma terminale. Enfin non, du coup, j'étais en internat jusqu'à la fin de la première. Et parce que le temps que le jugement, tout ça, enfin ça a pris quand même quelques mois, hein. Donc, quand j'ai été, donc moi j'ai eu mon bac à 17 ans. Donc quand je suis rentrée en terminale, donc je suis du mois de septembre. Donc j'avais presque 17 ans, mais pas tout à fait. Donc voilà. Durant cette année de terminale, j'étais plus interne. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça. On m'a enlevé de l'internat et j'ai été logée chez l'habitant. Donc bon, dans une famille pas très loin de mon lycée. Et puis voilà, j'allais en cours en bus. Voilà, ça allait. C'était
Juste que bon, du coup, j'allais plus chez mon père. Ma belle-mère était partie avec ma sœur. Et puis, bah, avec mon père, on est resté sans se parler pendant à peu près 2 ans, je pense. Donc, voilà. Après, les relations avec mes copains et mes copines étaient toujours aussi... euh, ça allait et en même temps, ça allait pas forcément. C'est-à-dire que j'ai pas eu... Enfin, j'ai eu de très très bons amis, mais c'est comme si c'est comme si les relations ne pouvaient pas vraiment se renforcer à cette époque-là. Ça vient peut-être de l'époque ou de mon histoire, je sais pas, mais du coup, j'ai eu des meilleurs amis, par exemple, mais ça a duré à chaque fois 2 ans. 2 ans l'une, puis une autre, puis voilà. J'ai pas pu avoir une amie comme ça qui est restée dans ma vie des années et des années. Enfin, ça m'a pas empêché d'avoir de bonnes relations, de passer de bons moments hein, avec mes camarades de classe. On faisait du théâtre, moi j'étais dans une section théâtre, mais ça restait quand même. Je restais avec un sentiment d'insécurité. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Quelque chose qui coulait pas de source, hein, qui était pas facile, avec des ça allait, ça repartait, c'était assez. Et et avec les garçons, alors j'ai je pense que ça venait aussi du besoin que j'avais du besoin d'affection que j'avais pas ailleurs. Donc j'ai cherché à avoir des petits copains assez tôt et pour essayer de combler, mais bon, ça m'apportait rien, ça fonctionnait pas et puis du coup, ben voilà, je ça m'a pas apporté grand chose à ce niveau-là, ces années-là. Plutôt plutôt des années pas simples parce que moi finalement à chaque fois j'y croyais, à chaque fois que j'avais une relation sentimentale avec quelqu'un, j'y croyais et puis ça marchait pas. Donc ça n'a pas été une période très facile à ce niveau-là. Mais bon. Donc avec ma tante et mon oncle, alors bah, la faute à pas de bol, mais bah, ça se passait mal aussi, c'est-à-dire qu'ils étaient pour moi complètement barrés tous les deux. Et du coup, ils avaient un comportement avec moi qui était pas. Ils étaient, enfin, plutôt destructeurs que constructeurs, ça c'est sûr. D'ailleurs, j'ai fini par m'en éloigner hein, finalement. Dès que je suis devenue majeure, euh, je me suis éloignée de plus en plus finalement des personnes de ma famille qui me convenaient pas, qui me faisaient du mal. Donc, j'ai eu mon bac. Euh, euh, alors, euh, après le bac, en septembre, euh, je suis rentrée en droit. Je voulais faire du droit parce que je voulais devenir juge aux affaires familiales. C'est vrai que ben, lorsque j'ai enlevé la garde à mon père, ça s'est quand même très bien passé. Je suis tombée sur des gens, tant mon avocate que le juge, qui ont été pour l'époque, hein, parmi les rares personnes qui ont été bienveillantes pour moi, qui m'ont aidée.
Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire du droit, euh, parce que ce métier m'intéressait. Alors, j'ai trouvé les études de droit la première année donc très 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 intéressantes, mais c'est vrai que euh, donc on n'avait pas le cadre comme au lycée. On était vraiment complètement libre finalement. Moi j'étais en CTU hein, à ce moment-là. Euh, et cette première année finalement, je crois que je me suis perdue dans cette année. C'est-à-dire que n'ayant plus de cadre, n'ayant plus Alors là, pour le coup, ma tante et ma grand-mère, comme j'avais mes 18 ans, ont été beaucoup moins présentes pour moi cette année-là aussi. Donc j'étais complètement lâchée dans la nature et j'ai pas réussi ma première année de droit. Je travaillais pas suffisamment. Voilà, je crois que j'ai même pas eu le temps de m'habituer à ce nouveau rythme, que ça a déjà été la fin de l'année et que j'avais planté mon année, quoi. Donc comme j'étais boursière. Et à cette époque-là, on ratait son année, on nous enlevait notre bourse scolaire. Donc, je me suis retrouvée toujours en CTU, mais plus la possibilité, donc bien sûr, de continuer mes études et surtout plus d'argent. Donc, obligée d'aller travailler, ce que j'ai fait d'ailleurs. Euh, donc, alors, euh, Alors, il y a eu plusieurs choses en même temps. C'est que, donc, euh, j'avais rencontré quelqu'un aussi. Alors, je crois que c'était durant la première année de fac. Donc, j'ai eu une relation qui a duré presque 5 ans avec un mec qui était en médecine. Je l'ai rencontré, il était en troisième année de médecine. Euh, alors, ça a été une relation assez foireuse, mais je m'en suis pas rendu compte, moi, au début. Parce que n'ayant pas beaucoup de repères, n'ayant pas beaucoup de relations dans mon passé de couple, pour pouvoir comparer vraiment, je me souviens que tout ce que Enfin, je faisais tout pour que ça marche, en fait. Mais lui, il était... Alors, bon, maintenant, je pense que je sais, c'est que, voilà, c'est que tant qu'on n'a pas compris, on revit les mêmes choses, voilà. Mais c'était sensiblement la même chose que mon père, quelqu'un de très très égoïste. Donc il n'y avait que la médecine, ses études de médecine. Il faisait de la musculation, donc énormément, hein. Il faisait 2 heures de musculation par jour. D'ailleurs, il avait le corps complètement déformé, enfin déformé par la musculation. Donc il y avait la musculation qui comptait, ses études de médecine, et puis c'était tout, quoi, hein. Moi, j'étais je savais même pas pourquoi j'étais avec lui, quoi. On partageait quasiment rien. Enfin, il menait sa vie et je menais la mienne, tout en essayant de faire marcher notre couple. Mais il y avait que moi qui essayais, quoi. Lui, je me souviens, et puis tellement égoïste. Je me souviens quand on allait faire les courses, donc il fallait que je ramène le ticket de caisse et pour chaque chose achetée, il mettait nos initiales au début de la ligne, donc soit la mienne, soit la sienne. Et si c'était pour nous deux, il mettait une barre, un slash, une barre en travers. Voilà. Puis il comptait tout au centime près dépensé, ce qui était pour lui, ce qui était pour moi. Enfin, j'étais encore tombée sur un mec très particulier. Je me souviens que, bon, euh, donc c'était quelqu'un qui, ouais, comme je vous dis, je, je vois surtout son dos parce qu'il passait son temps
courbée à travailler sur son bureau, ou alors voilà, à la salle. Mais je me sentais, euh, je me sentais inexistante en fait. Je, J'avais l'impression de... C'était pas qu'une impression de toute façon, c'était comme ça, c'était clairement ça. Il avait aucun respect pour moi. Dès le début de la relation, il m'avait trompé déjà avec la lingère de notre CTU. Je me souviens. Enfin, et bon, on a passé quand même 4 ans et demi ensemble. Moi, j'ai rencontré sa famille, son père, sa mère, sa sœur. J'essayais vraiment. Enfin, puis j'ai toujours été, à l'époque, sociable. J'essayais voilà, j'avais pas de mal à discuter avec les gens, à essayer de créer des relations, tout ça. Donc, voilà, ça se passait bien. Avec sa mère, sa sœur, tout ça. Il était de Lyon. Donc on allait les voir là-bas à Lyon et c'était sympa. Mais par contre, notre relation à nous deux, c'était nul, quoi. Il y avait rien. Donc voilà. Alors, dans le même temps de cette relation stérile, nulle, donc j'ai fait une première année de droit. Après, donc j'ai dû aller travailler. Donc j'ai fait 9 mois au McDo en tant qu'équipier. Ensuite, j'ai travaillé pendant 8 mois, je crois, ou 9 mois. J'ai gardé un petit garçon chez lui. Alors là, ça c'est... Alors, au McDo, ça s'est pas très bien passé non plus. Le directeur, en fait, pouvait pas me voir, je sais pas pourquoi. Donc, il avait décidé que pour me punir, il allait me mettre que en salle pour faire le ménage. Mais bon, je faisais ça bien, donc voilà. Moi, je faisais mon boulot, hein. Mais bon, il pensait pouvoir m'atteindre comme ça, et finalement, ça m'atteignait pas plus que ça. Mais bon, il y a eu des petites crasses. Bon, je me souviens par exemple, euh, quand rarement j'étais en caisse pour le service des clients, euh, un jour ils avaient fait un petit concours de la caissière la plus souriante. Et il s'est trouvé que c'est moi qui ai gagné le concours, qui avait été organisé, je pense, par l'hôtesse du McDo. Alors, les hôtesses, c'était celles qui s'occupaient des enfants pour les anniversaires le mercredi. Donc, j'avais gagné pour l'époque, c'était sympa. J'avais gagné une place au cirque Pinder qui passait à ce moment-là à Marseille. Et donc, du plus beau sourire et la caissière la plus souriante. Et, et dans le même temps, le directeur du McDo donc, me refusait d'être la plupart du temps en caisse. Il me mettait en salle à faire le ménage. Et il avait aussi refusé que je devienne hôtesse. euh, pour me faire chier, quoi. Pour juste ça. Mais il était particulier. Déjà, je me souviens, il y avait une copine. Enfin, il faisait des allusions sur son physique. Bon, des allusions flatteuses, hein. Mais normalement, ça se fait pas. Enfin, je veux dire, dans les relations professionnelles, ça s'appelle du harcèlement, quoi. Normalement, tu fais pas ça avec tes employés. Mais bon, donc le gars il s'appelait Christophe à l'époque. C'est sacrément barré aussi. Enfin bref, donc j'ai quitté le McDo parce qu'il y avait une des filles en fait qui m'avait raconté qu'elle gardait un petit garçon et elle avait gardé un petit garçon chez des gens, chez ses parents et ça s'était super bien passé pour elle, etc. Donc je m'étais dit bon bah pourquoi pas chercher à ce niveau-là, ça peut être toujours mieux que l'ambiance au McDo, quoi. Donc j'ai trouvé une famille alors très 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 bourgeois, vivant dans un cadre vraiment voilà très luxueux, hein. Mais par contre, alors la maman, elle était médecin du travail et donc je gardais son petit garçon Thierry qui devait avoir 2 ans à peu près. Elle vivait seule avec lui et je comprends pourquoi parce que alors c'était très particulier.
je me souviens que quand elle rentrait, alors il devait être 4h30, hein, les médecins du travail à 4h, ils sont sortis. Donc elle arrivait 4h30, 5h, grand max, à la maison. Elle passait la porte. Et son fils, 2 ans à peine, venait vers sa mère, quoi, pour essayer je sais pas, d'avoir un peu d'affection, j'imagine, hein, pour un petit bébé de 2 ans. Et dès qu'elle rentrait, elle le repoussait, elle lui disait laisse-moi respirer. Ok, donc ben, le pauvre gamin, il était gentil en plus, ce petit. Mais bon, enfin, je la détestais, quoi. Elle avait un comportement, bon, alors moi j'étais la domestique, hein, on était retombé dans les années du colonialisme, hein. Donc, je faisais le ménage, je gardais le petit garçon. Et alors, ses parents à elle habitaient l'immeuble à côté, mais il y avait du sol, le sol était en marbre, il y avait une piscine pour chaque immeuble. Enfin, c'était dans un grand parc arboré, magnifique. Enfin, bref. Donc, ses parents habitaient l'immeuble à côté. Et alors, le père âgé, hein, donc pas trop. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'il est décédé assez rapidement. Mais il y avait sa mère, par contre, qui était hyper pet sec, hyper nerveuse. Alors, autant ma patronne, donc la maman du petit garçon, autant sa mère à elle, les deux, pour elle, j'étais une servante, une domestique. C'était ça. Donc, je le sentais par rapport à, bien sûr, leur façon de me parler, leur façon de se comporter avec moi. Enfin, c'était. Mais bon, en même temps, je voulais vraiment réussir à m'en sortir. Donc, j'ai pris sur moi, quoi, pendant presque 9 mois. Jusqu'au jour où la maman, en fait, m'a proposé de travailler la nuit et de faire autant d'heures que ben, je faisais un temps plein. Donc, elle m'a proposé, en fait, de travailler en temps plein, mais la nuit. Et bon, bah, je sais pas, moi je devais avoir 19 ans, quelque chose comme ça. J'ai refusé, quoi, parce que. Et puis bon, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de cette famille de tarés, leur comportement vis-à-vis de moi, vis-à-vis du petit. Donc, bon, voilà. J'ai démissionné et la sœur donc de Franck, la sœur de mon copain, quoi, de l'époque, elle était en psycho. Et on avait à peu près le même âge et c'est quelqu'un que j'aimais bien, Myriam, elle s'appelait. Et du coup, alors, moi j'avais commencé à faire des thérapies un petit peu quand j'ai enlevé la garde à mon père. Ma chère tante m'avait gentiment poussé à faire une thérapie, euh, disant que ça allait me faire du bien par rapport à ce que je vivais, etc. Donc voilà, j'avais commencé déjà un petit peu une thérapie pendant 2 ans à peu près. Après j'avais arrêté. Donc à cette époque-là, lorsque j'ai arrêté de travailler avec le petit Thierry, c'était en décembre, hein, juste à la période de Noël, j'ai démissionné. Mais j'étais plus en thérapie, j'avais arrêté, ça je me souviens. Mais donc le fait d'avoir fait déjà des thérapies, enfin une thérapie, et le fait que donc j'avais la sœur de mon copain qui était en psycho, ça se passait bien pour elle, etc. Ça m'a donné envie en fait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que à la rentrée de janvier, après les vacances de la Noël, je me suis inscrite en psycho en première année. Alors là, la fac, elle était à Aix-en-Provence. Donc ça faisait quand même de la route. D'autant qu'au début, j'avais pas de voiture. Donc j'allais en car. J'allais en car à Aix pour faire mes études de psycho. Alors ça s'est très bien passé dans le sens où j'ai commencé l'année en janvier. Donc grâce à une copine ou deux que je me suis fait rapidement, on va dire,
J'ai pu récupérer les cours, puisque la fac avait commencé début octobre, hein, moi il me manquait 3 mois. Donc, et on avait nos partiels à la fin janvier. Donc il fallait que je me dépêche de tout apprendre bien et vite pour arriver au partiel fin janvier en ayant 1 mois à peine pour faire 4 mois en fait d'apprentissage. Mais bon, enfin, ça s'est bien passé, j'ai pu faire le taf, j'ai bien travaillé mais sans trop forcer. Et j'ai obtenu mes partiels fin janvier, donc j'étais contente. Et, euh, et bon, bah, j'ai pu continuer mes études de psycho. Donc j'aimais bien ça, par contre. C'était pas simple parce que c'était relativement loin de là où j'habitais. Euh, Après, mais je sais que mes grands-parents m'ont acheté une voiture. Donc ça me facilitait quand même la chose, hein, pour aller à la fac. Euh, Ah oui, parce que oui, mon père m'avait offert une voiture quand j'ai eu mon permis euh, assez rapidement après mon bac, mais j'ai pas eu de voiture après. Donc ben c'est vrai que quand tu passes ton permis et que tu conduis pas, bah surtout quand tu es jeune, que tu viens à peine de l'acquérir, tu perds vachement de, de la capacité de conduire. Enfin moi ça s'est passé comme ça pour moi. Et Et donc 2 ans, genre 2 ans après l'obtention de mon permis, mon père m'avait acheté une voiture, mais la plus pourrie qui soit, quoi. Mais moi, j'en avais pleuré tellement je croyais que c'était enfin un peu d'amour, enfin un petit quelque chose, quoi. Enfin, mon père m'achète quelque chose. Ouais, sauf que non, c'était un cadeau empoisonné tout pourri. Bon, alors déjà, donc, je vous rappelle que mon père habitait à 100 km à peu près de Marseille. Donc le jour où il m'a offert cette voiture, j'étais donc passé le voir chez lui. Et il m'a fait rentrer à Marseille le soir même avec la voiture. Ça faisait 2 ans que j'avais pas conduit. Enfin, ça faisait 2 ans que j'avais eu mon permis. Ça faisait 2 ans que je conduisais plus, quoi. Donc j'ai failli me tuer sur l'autoroute. Oh, Dieu merci, je suis arrivé à bon port, mais c'était c'était super dangereux. Enfin, je veux dire, moi j'ai 2 enfants, je ferai jamais ça à mes enfants, ça c'est sûr. Faut s'en foutre, hein, je pense, pour envoyer son gamin au bout de 2 ans sans conduite sur l'autoroute pour faire 100 km, quoi. Mais bon. Et puis la voiture m'a lâché au bout de 2 mois. Alors il m'a pourri, hein, en plus. Il a osé me pourrir, disant que tout était de ma faute, que j'avais continué à rouler alors que le voyant de l'entretien ou je sais pas quoi, enfin de la panne, s'était allumé. Mais dès le départ, cette voiture était pourrie, c'était un tombeau. Donc voilà. Mais bon. Mais bon. De toute façon, déjà, euh, j'avais recommencé un petit peu à lui parler, mais pas plus que ça, quoi. On se voyait pas plus que ça parce que finalement, il n'y avait rien qui avait changé. Mon père était toujours aussi odieux. Je dirais pas d'autres, j'ai pas d'autres mots. Odieux et misogyne, méchant et porté sur la bouteille, toujours agressif. Il avait l'alcool mauvais, enfin. Donc bref, j'y allais pas souvent, quoi. J'y suis allé de moins en moins. Voilà. Donc ça c'est donc voilà. Là on est arrivé à la phase où je deviens jeune adulte. Euh, je pense que je vais bientôt m'arrêter là parce que c'est. Alors je rentre pas dans les détails. Il y a plein de choses que je ne dis pas parce que ça me met mal à l'aise d'en parler. C'est pas toujours facile. Notamment par rapport aux abus ou par rapport aux relations que j'ai eues lorsque j'étais ado avec
mes copains, mes copines, etc. Je rentre pas dans les détails, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça a été compliqué. Ça n'a jamais été simple. Bon, bien sûr, hein, les relations, je parle pas des abus. Là, ça a bien sûr jamais été simple. Pour les abus, on va dire que ça a duré 14 ans, entre mes 6 ans et mes 20 ans. Et j'ai été abusée, donc j'ai eu des attouchements par 2 enfants et une dizaine d'adultes. Alors pas tous en même temps, hein, Dieu merci, sinon je pense que je serais en HP aujourd'hui. Mais ça a été très éprouvant parce que c'était à chaque fois des personnes que je connaissais bien, même des cousins, alors des cousins un peu éloignés, mais bon, ça a été à chaque fois des personnes dans lesquelles j'avais finalement confiance et qui ont utilisé quelque part mon corps pour eux-mêmes. Bon, surtout à l'adolescence, quand je suis devenue une femme, une petite femme, quoi, une jeune femme. Alors là, ça s'est accéléré encore, ce phénomène, et je comprenais vraiment, enfin, tout ça me cassait, quoi, me faisait mal, parce que ce que je me disais, mais il n'y a pas une relation qui peut être normale, quoi, qui peut être saine et qui peut être sympa pour moi. Pourquoi ça se transforme toujours en soit en une relation de non-amour et de rejet, soit en un truc sexuel bizarre que tu te demandes d'où ça tombe et pourquoi. Je comprenais pas. Et donc voilà. C'est pour ça que je rentre pas forcément dans les détails parce que même si moi je me souviens de tout, malheureusement j'ai 47 ans et j'ai rien oublié, rien. J'aurais préféré me souvenir du bon, mais bizarrement, bon, faut dire que du bon, il n'y en a pas eu des masses durant mon enfance et mon adolescence. Mais ce qui est dur, c'est que je me souviens de tout. Je me souviens des mots, je me souviens des actes. Et c'est un peu comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait vécu tout ça. Mais non, en fait, c'est moi. Et même si j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre aujourd'hui, d'avoir avancé, voilà, d'avoir vécu finalement tellement de choses que je suis plus cette personne de l'époque. Mais si, pourtant. Et au jour d'aujourd'hui, avec ce que j'ai appris ces derniers mois par rapport à l'après-vie, par rapport aux âmes, etc., je comprends mieux pourquoi j'ai eu tout ça à vivre, pourquoi même par la suite, hein, j'ai eu tout ça à vivre. C'est que selon moi, on vient, on s'incarne sur Terre pour se pardonner des travers, des défauts, entre guillemets, de vie précédente ou de la vie précédente. Et je pense que je me suis incarnée pour expérimenter le non-amour. Là, c'est clair qu'à chaque fois, ça, ce truc-là s'est reproduit tout le temps, tout le temps. Et quand ça se reproduit, c'est que tant que tu n'as pas compris, la vie te le refait, te le remet tant que tu comprends pas. Voilà. Donc voilà. Je pense que c'est ça que je suis. Alors là, j'approche des 50 ans, c'est presque la moitié de ma vie, donc je pense, à sortir, hein, parce que normalement, du coup, quand tu as compris, ça s'arrête. Hein. C'est comme un jeu, c'est comme une expérience. Quand tu as compris, normalement, ben, la vie arrête de t'envoyer la même chose.
Donc là, ça devrait... Je pense que voilà, j'ai bien compris. Le non-amour, c'est... Je pense que c'est donc un travers que j'ai dû avoir moi dans une vie antérieure et que je suis venue vivre dans un corps pour ressentir ce que ça peut faire et comprendre finalement le mal que moi j'ai pu faire dans une vie antérieure à certaines personnes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu, pour moi, que j'ai eu tellement de tuiles et de personnes destructrices et incapables d'aimer, incapables de me voir et de m'aimer tel que je suis juste dans ma vie. Voilà. Donc ce que j'espère, c'est que voilà, ça va s'arranger pour moi et que les années à venir vont être meilleures. Parce que c'est vrai que même si je suis protégée et que j'ai beaucoup moins autour de moi de personnes susceptibles de me blesser, je c'est pas l'idéal de vivre caché en fait. C'est pas l'idéal de se couper du monde, loin de là bien sûr. Puisque ben, tu fais face à l'ennui, tu fais face au vide. Euh, bizarrement, comme tu n'es plus en position de survie et ouais, en mode warrior, ben moi par exemple, je suis tombée dans la boulimie ces dernières années. C'est dur. C'est bon, c'est que le soir, par contre, hein. Euh, mais donc j'ai pris 40 kilos. Euh, et finalement, ce sont d'autres souffrances, d'autres difficultés comme ça qui viennent se greffer. Donc bien sûr, avec la prise de poids, il y a le diabète qui est venu. Donc voilà, j'ai l'impression de jamais voir le bout du tunnel et de tomber tout le temps de Caraïbes dans ci-là. Et voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous raconterai, je pense, la suite dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. Au revoir.